Bonjour à tous et bienvenue à Betty sur notre grand canapé de naissance insulaire. Betty, tu es venue nous parler de ton parcours de parentalité parce que tu es maman de 3 enfants, d'une grande fille et ensuite tu as une grossesse gémellaire et tu as perdu un de tes bébés pendant ta grossesse gémellaire et c'est ce parcours que tu es venue nous raconter aujourd'hui. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter, Betty, s'il te plaît? Donc, moi, c'est Betty. Oui, en effet, j'ai 3 enfants, une grande de 11 ans et Tyler et Kyle, Tyler qui a 3 ans et demi et Kyle qui est décédé pendant la grossesse. Voilà. C'est vrai que c'est toujours dur de dire combien on a d'enfants, ensuite de les présenter quand il y en a un qui n'est plus là. Oui, surtout que j'ai l'habitude de passer ça un peu sous silence finalement. Mm, Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de présenter mes 3 enfants. C'est un mm, peu particulier. c'est particulier, mais c'est important aussi. Et donc là, voilà, 3 enfants. Tu as eu 3 enfants. Exactement. Euh, pour qu'on comprenne bien, je vais remettre en contexte. En fait, Kyle et Tyler, ce sont des jumeaux identiques. Et du coup, ils partageaient le même placenta. Ça. Et ils ont eu ce qui s'appelle le syndrome transfuseur-transfusé. On en a déjà parlé dans un épisode avec Frédéric, qui a eu 2 petites filles qui ont aussi souffert du syndrome transfuseur-transfusé. Dans ton cas, ça a été tellement grave que tu as un de tes 2 petits garçons qui est décédé in utero. Et c'est cette partie-là que tu es venu nous raconter parce que, au-delà du fait qu'effectivement, ils aient eu la même pathologie, entre guillemets, que dans l'épisode de Frédéric, donc c'est vrai qu'on a déjà abordé ce truc d'avoir des jumeaux identiques en Nouvelle-Calédonie, de souffrir du syndrome transfuseur-transfusé, de devoir être évassané en Australie et tout ça. Là, il y a un autre aspect qui rentre en jeu dans ton témoignage, c'est quand même le fait que ben, tu t'es préparé à accueillir 2 bébés et finalement, tu en as accueilli qu'un seul bébé vivant. Et c'est toute cette ambivalence dans des grossesses gémellaires quand il n'y a qu'un seul bébé qui survit, enfin, cette ambivalence entre accueillir un bébé vivant et avoir la joie de cette naissance et de cette vie qui commence et en même temps le deuil et d'avoir ce côté de tristesse et de joie et de vie et de mort finalement. Oui, c'est exactement ça. En plus, pendant la grossesse, du coup, on porte la vie, mais on porte la mort en même temps. C'est assez particulier. Le moment de l'accouchement, on, on enterre un enfant, l'autre est hospitalisé. C'est vraiment, mais en même temps, on est heureux qu'il soit en vie. Donc, c'est vrai que c'est des émotions un peu différentes en même temps. Ils sont un peu durs à gérer et pas facile à accueillir, quoi. C'est vrai que moi, j'ai eu tendance à plutôt vraiment me concentrer sur Tyler, le survivant, qui avait besoin de moi parce qu'il était hospitalisé. Euh, et j'ai un peu occulté, un peu mis de côté Kyle, enfin, sans mettre de côté vraiment, mais je me suis plus concentrée sur Tyler, on va dire. Et c'est un peu comme ça que j'ai tenu le coup, je pense. Mhm. Mais avant tout ça, on va repartir du début. Donc toi, tu as une grande fille qui est née d'une première union. C'est ça. Où l'accouchement et la grossesse étaient quand même, somme toute, bien passés. Ce que tu m'as raconté, il y a des petits hauts, des Oui, bas, mais mais globalement, ça s'est bien passé. globalement, ça s'est bien passé. Donc, tu te sépares du papa de Lia, ta grande, et tu rencontres ton nouveau chéri. Vous décidez de faire un enfant. Non, on décide pas. Oui, c'est ça, c'est C'était vrai, la c'est vrai. surprise. Ben, raconte-nous ça. Euh, bah, c'était à Noël. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Genre, en général, je le sens très vite quand je suis enceinte. Et c'est vrai que là, je me suis dit, bon, je pense que ça y est, je suis enceinte. On n'avait pas vraiment prévu, même si j'ai toujours su que je voulais un autre enfant. Je savais que mon chéri, il en voulait un aussi, même si c'était pas forcément tout de suite, mais je savais qu'il n'était pas contre l'idée. Et donc, du coup, j'ai attendu le retard de règles, tout ça, pour pouvoir faire mon test de grossesse.
Et donc, ça a bien confirmé ce que je pensais. J'étais bien enceinte. D'ailleurs, du coup, j'avais fait un petit cadeau avec le test de grossesse. J'avais acheté un petit bonnet de bébé, tout ça. Et en fait, quelques jours après Noël, 2, 3 jours après, mon chéri rentre du travail. Je lui dis, ah, en fait, j'ai oublié de te donner un cadeau. Et là, je lui offre le cadeau et il ouvre. Et du coup, bon, il était trop heureux. Il était, euh, il était en larmes et tout. Non, c'était un beau moment. Et donc, vous vous préparez à accueillir qu'un seul bébé parce que tu t'es jamais douté que tu Non. pouvais être enceinte de jumeaux. Pas du tout. Alors, ça m'avait vraiment pas du tout. Mais en plus, on en avait parlé. Mais genre, pour moi, c'était tellement impossible que ça m'arrive que. Ouais, sur le ton de la blague, quoi. Oui, sur le tour de la blague, mais genre vraiment, mais à milieu de mois que je pensais pas du tout que je serais enceinte de jumeaux. Et en fait, donc du coup, un mois et demi peut-être après mon test de grossesse, enfin c'était assez long, j'ai enfin mon rendez-vous chez la gynéco. Euh, et là, ben là, elle m'annonce que, ah oui, pour la petite histoire, elle me dit, avant de commencer l'écho, elle me dit, bon ben, on va voir s'il y en a deux. Elle fait une petite blague comme ça. Bon, bref, ça passe inaperçu. Et puis, en fait, elle commence à faire l'échographie et sa tête se décompose. Et elle me dit, mais en fait, je fais jamais la blague d'habitude. Puis moi, je comprends pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, elle m'annonce que c'est des jumeaux, qu'il y en a deux. Et alors moi, ça a été le choc, hein. Pour le choc l'air, là, c'était vraiment le choc. J'étais un peu hystérique, je pleurais, je ne savais pas trop dans quelle émotion j'étais. J'ai même engueulé mon chéri, rien n'allait. Donc oui, oui, donc elle m'annonce que je suis enceinte de jumeaux, de vrais jumeaux. Et, euh, et du coup, elle m'annonce tout de suite un peu la couleur de cette grossesse en me disant que c'est une grossesse à risque, que je vais être suivie à l'hôpital. Donc tout s'enchaîne un peu comme ça. C'est ça. Et on précise vrais jumeaux parce que dans ton cas, ça veut dire que tes jumeaux euh, partageaient le placenta. C'est Et ça. donc, elle était déjà sûre que ce soit des vrais jumeaux, en fait. Oui. Tout de suite, elle m'a Voilà. dit monocorial biamniotique. Donc, c'était le même placenta, Deux mais poches. deux poches Hmm. différentes. Donc, des vrais jumeaux. Euh, Plus risqué qu'une grossesse de faux jumeaux, entre guillemets, mais de jumeaux qui partagent pas le même placenta. C'est ça. En fait, dans le cas où les jumeaux ne partagent pas de placenta, qu'il y a deux placentas, deux poches, ça peut être des vrais jumeaux et ça peut être des faux jumeaux. Oui. Voilà. Et dans les deux autres types de grossesse gémellaires qui sont monocorial biamniotique comme ça, donc un placenta, deux poches, ou alors mono-mono, donc un Oui. placenta, une poche pour les deux bébés, ce qui est quand même plus rare, mais encore Oui. plus risqué. Encore plus risqué, oui. Voilà. Et bien là, dans les deux autres configurations, c'est obligatoire que ce soit des vrais jumeaux. Oui. Et C'est ça. donc, toi, ils ont vu un placenta, deux poches, vrais jumeaux. Vrais jumeaux. Ce qui rentre dans les grossesses encore plus à risque. Oui. Voilà. Et donc, d'où le risque de syndrome transfuseur-transfusé, STT, euh, par le fait qu'ils partagent ce même placenta et que les vaisseaux des cordons ombilicaux sont reliés, en fait. Et dans un certain pourcentage des grossesses monocoriales, il y a un déséquilibre qui se fait à un moment donné. On ne sait pas pourquoi. Ça peut être en début de grossesse, plus vers la fin. Euh, et donc, du coup, il y a un jumeau qui prend tout, entre guillemets, et l'autre qui a plus trop de. Qui prend plus Les apports, ouais, qui a plus les apports, on va dire. Voilà. ouais, qui viennent du placenta. Exactement. Mm. Donc, Donc, moi- c'est ce qui est arrivé pour Kyler et. Kyler, pour, T'as- pour Kyle et Tyler. Oui, donc du coup, en fait, bah, Kyle, c'était le receveur, le receveur. C'est lui qui prenait tout. Et Tyler, c'était le donneur. Donc en fait, dans ces cas-là, le problème du receveur, c'est que son cœur, il pompe, il pompe, il pompe. Bah, il pompe trop parce qu'il reçoit trop, en fait. Donc ça, son cœur se fatigue. Et pour Tyler, qui était le donneur, lui, c'est l'inverse. Bah, il s'affaiblit parce que en fait, tout le liquide amniotique, ah oui, il y a aussi ça, la poche du receveur, elle se remplit de liquide amniotique, ce qui est d'ailleurs très douloureux pendant la grossesse. Et l'autre, elle se vide de liquide amniotique et du coup, le bébé se retrouve un peu sans liquide, ce qui était le cas de Tyler, le survivant.
Mhm. Et donc, bon, toi, on te parle de cette éventualité, que ce sera éventuellement un risque dans ta grossesse. Oui. Euh, c'est quand même important de le dire qu'en fait, ça n'arrive pas dans toutes les grossesses monocoriales Non, non. biamiotiques, enfin, dans les grossesses où les enfants partagent le placenta. C'est pas dans toutes les grossesses que le STT peut se déclarer. Moi, j'ai entendu entre 15% et 30% des grossesses monocoriales. Alors après, je suis pas médecin, mais à Ouais, peu près le moi, j'ai pas pourcentage. les chiffres, donc je pourrais Ouais. pas du tout te aiguiller sur ça. Donc, on te dit que c'est une possibilité pour toi et tu continues ta grossesse, entre guillemets, tranquillement. Fallait quand même aussi digérer le fait qu'il y ait 2 bébés. Oui. Parce que comme on a dit, c'est un vrai choc. Ah oui, vraiment. Donc toi, tu dis, t'as ri, t'as pleuré, etc. Mais comment ça s'est passé après? Parce Ah, que ça, c'est sur le moment, oui, mais sur le après. moment. Ah, j'ai quand même eu un peu de mal à l'accepter. J'ai eu très peur, en fait. J'ai eu peur de ne pas y arriver. Pour ma première, j'avais quand même trouvé ça un peu dur les premières années. Et je me suis dit, en plus, je m'étais séparée. Donc je m'étais dit, comment je vais réussir à gérer? Est-ce que je vais pas me reséparer? Enfin, avec la difficulté. Enfin, j'ai complètement paniqué. Ce qui est Bon, complètement valide, hein. C'est vrai que c'est très dur d'élever un enfant qui plus est 2 en même temps. Enfin, ouais, je me suis, ouais, c'est à juste titre, quoi. j'ai vraiment eu peur. J'ai mis 2 semaines un peu à accepter. Les 2 semaines où j'ai pleuré, enfin, je passais un peu par toutes les phases en fait. Mais en fait, après, en discutant beaucoup avec mon chéri, tout ça, avec mon chéri, finalement, j'ai accepté. J'étais hyper contente. Bon, j'avais quand même peur de la difficulté, on va pas se cacher, mais je m'étais dit c'est trop bien de pouvoir voir ce lien entre jumeaux, les voir grandir, évoluer ensemble. Je m'étais dit c'est magique, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là. Je veux dire, on est des privilégiés, donc j'étais vraiment heureuse de pouvoir voir ça en fait. Et donc c'est Mhm. vrai que il a fallu, j'ai fait un peu le chemin d'accepter et après il a fallu refaire le chemin inverse de se dire que finalement je ne verrai jamais ce lien-là et ça n'arrivera jamais quoi. J'aurai jamais des jumeaux et c'est vrai que ça a été quand même compliqué. Et en Mhm. plus, forcément, on s'est projeté avec 3 enfants. Euh, tu te projettes quoi, dans une vie avec tes jumeaux, ta grande, tu t'imagines, enfin voilà, comme tout le monde quand on est enceinte. Quoi. Donc c'est vrai que ça a été compliqué de faire le deuil et de revenir sur cette projection qui était du coup qui n'arrivera jamais. Quoi. Bien sûr. Mm. Et quand est-ce que tu te rends compte, enfin, en tout cas que l'équipe médicale qui te suit se rend compte que tu es en train de déclarer un STT? STT, donc syndrome transfuseur-transfusé. Alors on s'en rend compte à 24 semaines d'aménorrhée. Je vais à ma visite. Comme d'habitude, j'avais un contrôle à l'hôpital toutes les 2 semaines. C'est la procédure dans ce genre de grossesse. Euh, et en plus, j'étais hyper sereine. Alors que toutes les autres fois, j'étais hyper stressée. Mais là, j'étais arrivée à un stade où ça y est, pour nous, on s'était dit, c'est bon, quoi. Je pars faire ma visite et j'étais beaucoup plus sereine que les autres contrôles parce que pour nous, avec mon conjoint, ça y est, on s'était dit, le plus dur, il est passé. On arrive sur quand même. Tu rentres dans le 6e mois. Ouais, sur le 6e mois, on avait attendu pour tout acheter. Et là, du coup, on s'était dépêché de commencer à tout acheter, en fait. Donc, parce qu'on s'est dit, parce que vu qu'il y a plus de chances d'accoucher prématurément, on s'était dit peut-être qu'il faut qu'on se bouge un peu parce qu'on n'avait rien. Et donc, du coup, on avait tout acheté avant ce contrôle en se disant, allez, c'est bon maintenant. Il y a le STT, tout ça, c'est derrière nous. Tout va bien. Je vais au contrôle hyper sereine. Et puis, ben là, pas du tout, en fait. C'était le contrôle le plus. Enfin, bon, bref, c'était pas bon. Donc, du coup, en effet, ma gynéco, je vois vite qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein, donc, du coup, elle m'annonce qu'il y a ce STT et qu'il faut que je sois évasanée très rapidement en Australie. Donc, là, tout se met en place dans le stress pour partir le plus rapidement possible. On est parti le 4 jours après, je crois, l'annonce du STT à Sydney. On a été très bien accueillis là-bas, mais voilà. Mm. Tu me disais qu'en plus, quand on préparait l'épisode, tu me disais que tout ça s'est fait en plus pendant la période Covid. Oui. Donc en plus d'avoir le stress de tout ce qui se passe, etc., quand vous êtes arrivé en Australie, vous avez été confiné 7 jours Oui. dans la chambre d'hôpital, quoi.
Donc, tu avais tes examens, etc., mais que vous ne pouviez pas sortir du tout. C'est ça. En plus, on a quand même eu de la chance que mon conjoint s'est vraiment c'est speedé de fou pour arriver à l'hôpital. Parce que, en fait, moi, je suis amenée par l'ambulance. Je sors directement de l'avion. Je suis prise en charge par l'ambulance. En arrivant à Sydney? En arrivant à Sydney, alors que lui, il faut qu'il passe par la voie normale, quoi, quand tu arrives à l'aéroport, tout ça. Donc, du coup, et en fait, en plus, mon conjoint, il n'avait jamais été à Sydney. Donc, il a couru et tout à fond pour pouvoir me rejoindre. Mais ça a été justesse parce que moi, j'allais être confinée. Et en fait, il serait arrivé 5 minutes plus tard, je pense qu'il n'aurait pas pu être avec moi. Mais là, du coup, il est arrivé pile poil quand je suis arrivée. Et donc, du coup, il a pu être confiné. Ils l'ont laissé être confiné avec moi à l'hôpital. Heureusement. Ouais. Heureusement, parce que, bon, vous savez, les gens qui nous écoutent connaissent un peu la suite. Mais j'imagine pas si tu avais dû ça toute seule dans ta chambre d'hôpital. Ça aurait été hyper dur. Ah ouais, non. Heureusement qu'il était là. Heureusement que les médecins ont été super gentils et l'ont laissé venir avec moi. Et donc, du coup, et puis aussi, heureusement qu'on avait été vaccinés contre le Covid parce que sinon, on ne saurait pas été 7 jours, mais ça aurait été 15 jours qu'on aurait dû être confinés. Donc là, comme nous, on avait déjà 2 vaccins, du coup, c'était que 7 jours. Et puis, bon, voilà, là-bas, je suis prise en charge. On fait forcément des échographies, des monitorings. Ils évaluent un peu le stade du STT. Il y a différents stades. Je ne me souviens plus exactement j'étais à quel stade. Mais les bébés allaient bien encore. Et ils me ponctionnent du liquide amniotique pour me soulager. Parce que c'était très douloureux. La poche qui s'était remplie de liquide, c'est vrai que je me sentais vraiment mal. C'était très dur à gérer. Et donc, du coup, ils m'ont ponctionné 1,5 litre ou 2 litres de liquide amniotique. C'est comme une amyosynthèse, hein, sauf que c'est juste... pour drainer un peu le liquide. Ouais, c'est juste pour drainer le liquide. Oui, parce que, en fait, pour qu'on comprenne bien, qu'on a expliqué brièvement ce que c'était le STT, mais c'est que dans ce placenta qui partageait tes garçons, il y avait un des bébés où, en fait, les vaisseaux dirigeaient les apports vers lui, vers son cordon. Donc forcément, il a plus d'apports, donc les organes se fatiguent, il a plus de liquide amniotique, sa vessie se remplit beaucoup, etc. C'est ça. Et Tyler, lui qui était le donneur, entre guillemets, mais lui, les vaisseaux n'allaient plus autant vers lui. J'extrapole, hein, c'est pas une explication médicale, c'est vraiment non, mais c'est très bien. ma compréhension du STT. Lui, les vaisseaux n'allaient plus vers son cordon, et donc lui ne recevait plus assez de nutriments, et donc s'il ne recevait pas assez de nutriments, mais il n'avait plus de liquide amniotique non plus, quoi. Oui. Ou très peu. Et donc du coup aussi, il boit moins. Voilà. Et du coup, sa vessie, elle rétrécit. En fait, c'est ça qu'ils regardent beaucoup dans les échographies. La taille de la vessie, ils regardent un peu la taille de tout, ils calculent pour voir à peu près où en sont les bébés et comment ils vont, quoi. Et donc, du coup, arrivé là-bas, ils me disent... parce qu'en fait, il y a une opération qui peut se faire. À la base, c'est pour ça un peu qu'ils nous envoient en Evasan. C'est parce qu'ici, en Calédonie, on n'a pas le matériel pour faire cette opération. C'est une opération au laser qui vient scinder en fait les vaisseaux qui sont connectés en deux pour qu'ils soient plus connectés. Normalement, après, c'est quand même risqué. Et après, normalement, l'équilibre se revient tout seul quand les vaisseaux sont scindés, si l'opération va fonctionner. Donc, je savais pas. Oui, et c'est in utero. In utero, bien sûr. Ouais. C'est une opération au laser in utero. Donc, c'est quand même une chirurgie extrêmement... oui. Précise et compliquée. C'est une technologie avancée. Risqué. Effectivement, c'est pas possible de faire ça ici en Nouvelle-Calédonie. Non, ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas les compétences. Enfin, voilà, ils sont pas formés. Je pense que c'est vraiment aussi une question de matériel. Oui, c'est un peu tout, quoi. Donc, en fait, je savais pas si en arrivant là-bas, j'allais avoir cette opération ou non. En fait, ça dépendait des médecins. Et en fait, les médecins n'ont pas voulu. N'ont pas conseillé que je fasse cette opération parce que j'étais déjà en fait très avancée dans ma grossesse, parce que souvent les STT, souvent ça se déclare un peu plus tôt quand même, donc les bébés sont plus petits, c'est un peu moins risqué. C'est vrai que là, ils étaient quand même déjà d'une certaine taille, on était déjà entre 24 et 25 semaines d'aménorrhée, et en plus mon placenta était positionné, alors je sais plus le terme, mais était positionné d'une façon qui rendait la chose encore plus dangereuse. Donc, et comme les bébés allaient bien et qu'en fait j'étais à un stade où je peux accoucher et les bébés sont considérés comme viables, et ils préféraient surveiller tous les jours
euh, les bébés. Et si à un moment donné, ils voyaient qu'il y en a un qui était en souffrance, me faire accoucher et après Et mettre les traiter bébés la en néonat. néonate, grande prématurité ou pas d'ailleurs, en fonction de à quel stade ils allaient naître, quoi. Donc c'est ça qu'on met en place quand on arrive là-bas. Donc je suis confinée, tous les jours j'ai une échographie. Sauf que voilà, une semaine après être arrivée là-bas, je vais à mon échographie comme tous les jours. Et puis là, on m'annonce que mon fils est décédé. Donc, en fait, du coup, c'est le receveur, son cœur a lâché. En plus, bizarrement, je sais pas pourquoi, moi je pensais que celui qui était le plus en difficulté, pour moi, c'était Tyler, c'était le donneur, parce que je voyais la chose. Mais en fait, c'est vrai que le receveur, vu que son cœur se fatigue, c'est un peu, c'est très risqué aussi, en fait. Mhm. Alors que la veille, on te disait que ça allait. Oui, oui. Tous les jours, j'avais fait l'écho et tous les jours, on me disait ça va, ça va. Mais en fait, le STT, ça peut évoluer très, très vite. Mhm. Et en quelques heures, le stade peut changer, les bébés peuvent. Donc, du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc, c'est vrai que quand on m'annonce que mon fils est décédé, c'est compliqué. On s'attend jamais à vivre ce genre de choses, hein, même si, bon, finalement, c'est vrai que je le savais en partant là-bas que c'était un risque, hein, on le sait, mais bon, tu gardes toujours l'espoir, quoi. Tu ne penses Bien sûr. jamais que ça va vraiment t'arriver. Mais... Heureusement qu'il y a l'espoir Oui, encore dans ces heureusement. moments-là. Heureusement. Mm. Donc voilà, après, là, il y a une autre procédure qui se met en place, du coup, parce que là, c'est plus. On traite plus le STT. Enfin, c'est vu qu'il y en a un qui est décédé. Donc là, c'est vrai que les risques, les C'est un risques, moment de risque aussi pour Tyler. voilà, en fait, là, les risques sont pour le survivant, hein, parce qu'il est possible de perdre les deux aussi, hein. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer parce que tu viens d'en perdre un et tu te dis, je peux perdre les deux en fait. Et en plus, on te dit que, donc du coup, dans les 72 heures, il me semble, après le décès du jumeau, l'autre a beaucoup plus de risques de décéder. Il y a aussi, alors je ne pourrais pas dire exactement, mais en fait, il y a des risques de dommages dommages Cérébraux. cérébraux, pardon, de dommages cérébraux pour le bébé survivant. Euh, et forcément, d'accouchement prématuré, enfin, tous les risques. Encore pire que dans une grossesse gémellaire où les risques sont accentués, quoi. Tout est accentué. Donc là, 2 semaines après le décès, on doit faire un IRM. Et 6 semaines après, on doit refaire un IRM pour voir si Tyler, le survivant, n'a pas de dommages cérébraux. Et bon, voilà, surveillance, voilà, des échographies tous les 3 jours, des monitos tous les jours. Voilà, c'est là, et là, il n'y a plus qu'à attendre, en fait, et voir ce qui va se passer. Donc, c'est vrai qu'on vit dans l'attente de savoir si le bébé va survivre ou pas, quoi, Plusieurs semaines, pendant j'imagine. plusieurs semaines. Mm. Ouais. Donc, c'est pas, ouais, c'est une période un peu compliquée. Oui, puis il y a aussi. Enfin, j'imagine que tu vis un moment de tristesse intense. Et en même temps, tu as encore ce petit bébé qui est dans ton ventre, Tyler, qui est là et qui s'accroche, quoi. Oui, c'est ça. Donc, tu peux pas non plus arrêter de manger, pleurer tout le temps. Enfin, Mm. il faut aussi que. Enfin, j'imagine, hein, dis-moi si je me trompe, mais j'imagine que tu veux aussi être en forme pour lui. Bah oui, oui, en plus, bon, c'est vrai que tu te poses plein de questions dans ces cas-là. Moi, j'ai rejoint des groupes sur Facebook de STT, de maman d'un jumeau. Il y a plein de groupes qui existent. C'est vrai que je cherchais un peu du soutien là où je pouvais. Et d'histoires similaires. Et c'est vrai que du coup, on te dit oui, il faut rester positif pour que le bébé survivant. Et voilà, donc du coup, c'est d'un côté, on essaye de rester positif, mais bon, on vient de perdre son enfant, donc c'est quand même, voilà, ça a été un peu partagé entre les deux, quoi. Donc, en plus, là, je suis enfermée à l'hôpital, loin de ma fille aînée, jamais été séparée aussi longtemps. Depuis qu'elle est née, j'ai jamais été séparée d'elle aussi longtemps. Enfin, bon, j'ai pas mes parents, j'ai personne, quoi. Enfin, j'ai mon conjoint, mais heureusement. Oui. Mais à part, j'ai personne. Et donc, on est enfermés dans cette chambre d'hôpital tous les jours.
Et puis, bah, moi, je parle beaucoup à Tyler. J'essaye de rester. Globalement, j'essaie quand même de rester positive. Après, c'est vrai que c'est plus mon conjoint qui a craqué en premier. Moi, ça a été un peu peur. Donc, je ne vais pas dire que j'étais pas triste. C'était dur, j'étais triste. Mais c'est vrai que moi, ça s'est fait peut-être après l'accouchement, ça s'est fait plus tard. Euh, mais du coup, je me raccrochais à Tyler. En fait, j'essayais de, de, de lui parler. Je voulais qu'il reste là. Je voulais qu'il s'accroche. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup couvé. Mais t'as eu raison, enfin, on peut que imaginer qu'effectivement, de toute façon, t'as pas le choix là, Oui, faut se raccrocher à quelque chose et exactement. puis t'as ce bébé qui est là, qui a envie d'être là, voilà quoi. Ouais. Et surtout que pas longtemps, peut-être 2 jours ou 3 jours après avoir perdu Kyle, ils me font un monito et là, ils trouvent pas Tyler. Et là par contre, je suis partie. Ils ont dû me donner du Valium et tout pour que je me calme parce que là, je me suis dit, ça y est, j'ai perdu les deux bébés. Mais là, pour moi, c'était impensable. Là, franchement, les deux, je sais pas, je me serais pas relevée aussi facilement. Je sais pas si j'aurais réussi, hein. En tout cas, enfin, perdre les deux là, c'était quand j'ai cru que j'avais perdu Tyler aussi pendant un certain laps de temps, que tu te retrouves, qu'ils appuient sur le bouton rouge dans la chambre des trucs d'urgence pour que toute l'équipe se ramène parce qu'ils pensent que ça y est. Là, tu te sens pas bien. C'est des moments très compliqués. Voilà, il y a plein de petits moments comme ça qui sont assez compliqués. Surtout que voilà, après, bon, on fait des échographies. À chaque fois, ils passent l'échographie, on voit les deux bébés. Donc, je vois mon bébé qui est décédé dans mon ventre. Enfin, ils sont obligés de passer dessus parce qu'il faut quand même qu'ils vérifient. Moi, à chaque fois, j'ai l'espoir dans ma tête qu'ils se soient trompés. Enfin, il te passe des trucs dans ta tête, des trucs que tu te dis finalement avec le recul, bah, c'était un peu. Il y avait peu de chances quand même qu'ils fassent une erreur sur ce genre de choses. Mais bon, Oui, ben après, il y a une partie du cerveau qui est rationnelle et qui est là, hein, oui. Donc, c'est vrai enfin, que. Bon, voilà, je après, pense ouais. que oui, tout le monde aurait eu espoir que ce soit une erreur, quoi. Oui. À chaque C'est humain. échographie, je me disais peut-être qu'ils vont m'annoncer qu'ils se sont trompés. Et non, ils s'étaient pas trompés. Et c'est vrai qu'après, en plus, bah, voilà, on me dit à un moment donné, que Tyler a un retard de croissance in utero. Bon, après, bah, enfin, en plus, il faut passer les IRM, donc on sait pas, en fait, on sait pas si notre enfant il va survivre. On ne sait pas si il va être handicapé ou pas. On ne sait pas s'il va naître prématurément ou pas. Enfin, en fait, enfin, c'est vraiment le flou total. On est dans une période, genre, faut rester focus, essayer de garder l'espoir, enfermé à l'hôpital, loin de tout, quoi. Mm. C'est vraiment, ouais, c'est compliqué. Et tu restes combien de temps en Australie alors? Légèrement moins que 2 mois. Je ne sais plus exactement, je crois que je suis partie une semaine et 3 mois, 1 mois et 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Et donc, bah, heureusement, sur les dernières semaines, il y a ma fille et ma mère qui sont venues me voir, qui m'ont rejoint. Bon, le moral commençait un peu à flancher et ma mère elle a dit c'est bon, j'arrive, je t'amène ta fille parce qu'en plus j'en pouvais plus de pas avoir ma fille, quoi. C'était dur. Bah oui. Elle était loin de moi. À l'époque, elle avait 7 ans. Enfin, elle était petite encore. Puis moi, j'avais jamais été séparée d'elle. Voilà, c'était mon seul bébé, quoi, hein. Donc c'était difficile et Oui, puis j'imagine que tu avais besoin de la serrer dans tes bras. bah oui, c'est clair. Mm. Donc, euh, donc c'est vrai qu'ils m'ont rejoint et ça, c'était bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Euh, j'ai pu passer du bon temps avec ma maman, ma fille et mon conjoint. Et du coup, on est un peu sorti de l'hôpital. Et bon, dans la foulée, on a fait la dernière IRM à 6 semaines après le décès. Et donc, elle était bonne. Et en fait, bah, les conditions pour que je puisse rentrer à Nouméa, c'était que les deux IRM soient bonnes et que je dépasse les 32 semaines d'aménorrhée pour plus être dans une grande prématurité pour être prise en charge par Nouméa plus facilement. Parce que sinon, ils préféraient que que mon bébé, parce que du coup, le bébé survivant soit pris en charge en Australie parce qu'ils avaient quand même plus de moyens et forcément que il naît prématurément, mais en plus, il est un peu fragilisé par cette grossesse qui est compliquée. Donc, du coup, il faut quand même qu'il y ait les moyens médicaux pour le prendre en charge, quoi. Donc, du coup, je passe les deux IRM, ils sont bons et je dépasse les 32 semaines.
Donc, du coup, je rentre à Nouméa. C'est Enfin, déjà une belle victoire, déjà. oui, on était contents de rentrer. En plus, on est rentré pile poil parce que sinon, mon conjoint allait devoir rentrer parce qu'il n'avait plus de congé, il fallait qu'il rentre. Donc, ça, vraiment, on a eu de la chance dans notre malheur parce que il a pu rester avec moi du début jusqu'à la fin. Parce que ça aussi, bon, là, ça va, on a pu gérer. Il avait beaucoup de congés, tout ça, mais il y en a qui peuvent pas forcément être entourés, enfin, pas avoir leur conjoint, c'est pour l'argent, pour financièrement, pour les congés. Enfin, c'est pas toujours. C'est pas toujours possible. Ouais, c'est pas toujours possible. Là, on a eu de la chance quand même. Ça s'est bien goupillé, on va dire. Donc, du coup, on rentre à Nouméa et 2 semaines après être rentré, et ben, j'accouche de Tyler à 34 semaines d'aménorrhée, du coup. Euh, Et de Kyle aussi. et de Kyle aussi. C'est vrai que j'ai tendance à. Ils me l'ont tellement. Ça, c'est un moment, à l'accouchement, ils m'ont pas du tout. J'ai pas du tout vu Kyle. Ils me l'ont complètement. Genre, j'ai l'impression d'avoir accouché que de Tyler, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est un regret que j'ai parce que, avec le recul. Alors, peut-être sur le coup, c'était peut-être mieux, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai l'impression. Ils m'ont tellement. Genre, je l'ai pas vu, ils me l'ont pas montré. Genre, j'ai eu aucun moment avec lui. Donc, Mais ils t'ont pas posé la question. et ils m'ont pas posé la question. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu particulier, quoi. Parce que j'ai l'impression d'accoucher que de Tyler. Alors que non, j'ai accouché de Kyle aussi, bien sûr. Et en césarienne d'urgence, je suis arrivée à l'hôpital. Ils m'ont dit on voit la tête, on voit les cheveux, je sais plus ce qu'ils m'ont dit, mais enfin bon, j'étais en panique parce que moi je voulais absolument une césarienne. Vu que l'Australie m'avait dit qu'il fallait que j'accouche par césarienne. Donc du coup, j'ai fait une césarienne d'urgence. Heureusement, j'ai pu avoir ma césarienne. Euh, et ils sont arrivés. Ça aussi, c'est compliqué parce que, bon, bah, déjà, voilà, j'ai pas vu Kyle. Et Tyler non plus, d'ailleurs. Enfin, ils me l'ont montré vite fait. Et puis, bah, forcément, ils l'ont emmené en réa. Euh, et du coup, Après, comme c'est vrai que l'AREA, c'est pas une étape obligatoire pour des bébés qui sont nés à 34 semaines, mais toi, dans ton cas, Tyler était quand même. éprouvé, Et ouais, il voilà, était un peu c'était une fatigué. grossesse Oui, difficile. Tu me dis qu'il y avait un retard de croissance in utero, c'est ça. et il avait des examens à faire, etc. Donc là, il a eu besoin d'aller en réa, c'est ça? Oui, il est resté 2 jours en réanimation, quand même. Mais bon, il s'est bien battu quand même. Il est sorti au bout de 2 jours. Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai accouché, moi, bah, forcément, césarienne, tu te relèves pas tout de suite, ils te gardent un moment. Enfin, je sais plus combien de temps, mais ça m'a paru mais une éternité avant que je le voie. Genre, je sais plus, je me demande si. Mais je sais pas, moi, je n'arrive pas à me rappeler, j'étais un peu dans le coltard, je crois. Mais j'ai l'impression que j'ai pas vu mon fils avant au moins 8 heures, quoi. Genre, Hmm. c'était affolant. Puis en plus, bon, bah, après, c'est un peu compliqué quand même parce que après, tu vas le voir. Mais bon, toi, déjà, t'es en chaise roulante parce que tu peux pas te lever. Lui, il est en réanimation, tu peux pas les toucher. Vrai, ils sont dans une boîte, ils ont des tuyaux partout. C'est vraiment. C'est pas comme la néonate simple. C'est genre. Là, c'est vraiment. La réa, tu peux pas vraiment. Tu peux pas les porter, tout ça. Euh, donc, du coup, c'est un peu difficile quoi, de faire le lien avec ton enfant. J'ai eu un petit peu de mal au début, je pense. Alors, je sais pas, je pense que c'est aussi ce mélange de. Bah, forcément, il y avait Kyle que je devais enterrer, prendre des décisions par rapport à son enterrement. Tyler qui est en réanimation, que je peux même pas porter dans mes bras. Enfin, finalement, j'ai pu le prendre dans mes bras que 2 jours après. Et puis, du coup, toi, tu étais en mater, Oui, au service de maternité. Tu avais Tyler qui était en néonate dans le service de réanimation. ouais. Et Kyle, du coup, qui était, j'imagine qu'il est resté un petit peu dans la salle de recueillement. Oui. Voilà, la salle de recueillement, juste pour expliquer ceux qui nous écoutent, c'est en fait quand il y a un bébé qui est né mort-né au Medipôle, il y a une petite salle où les parents peuvent aller rencontrer le bébé et se recueillir. Ça s'appelle une salle de recueillement, qui est une toute petite salle d'ailleurs, où ils mettent les bébés décédés dans un petit berceau et puis il y a possibilité pour les parents et pour la famille aussi de venir dire au revoir à ce bébé. Mm. Oui, oui. Donc Kyle était dans cette salle. Euh, je sais plus exactement pendant peut-être 2 ou 3 jours et on avait la possibilité d'aller le voir. C'est vrai que
c'est compliqué. Mon conjoint a passé beaucoup de temps avec lui et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à aller le voir. J'arrivais pas. Pardon. C'est vrai que c'était un peu trop dur, quoi. J'étais avec les hormones, mon fils qui était en réanimation. J'ai été le voir, hein, mais je suis pas restée très longtemps. En fait, je pense que à ce moment-là, si vraiment je me suis encore plus concentrée sur Tyler, parce que sinon je me serais effondrée, je pense. Mhm. Donc j'ai laissé un peu mon conjoint finalement gérer cette partie-là quelque part, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. En plus la néonate, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. J'avais déjà fait la néonate pour ma fille et j'aime pas trop la néonate. Enfin personne n'aime, mais bon, c'est vrai que j'ai un peu, c'est pas des bons souvenirs. Et c'est vrai que de devoir gérer tout ça en même temps, c'est compliqué, quoi. Tu Puis sais plus c'est trop intense longtemps. aussi, hein, parce Ouais. que je sais pas si tu tirais ton lait, mais Oui, faut tirer son lait toutes les 3 heures. Ensuite, j'imagine que si Tyler était en réa, il devait être sondé. oui, Donc ensuite, ils doivent mettre le lait, enfin les infirmiers mettent le lait dans la sonde. c'est ça. Et puis en fait, ça passe très vite les 3 heures. Faut que tu essaies de dormir un peu de temps en temps parce qu'au bout d'un moment, le corps il peut pas suivre. Ouais, Donc bah, surtout qu'en plus j'avais eu la césarienne, donc j'avais quand même, bon voilà, bien sûr. j'avais mal, bon voilà, les hormones, tout ça. Et puis bah, oui, il faut tirer son lait. En plus, j'avais pas forcé, hein. J'ai toujours eu, même pour ma fille, j'ai eu du mal à avoir du lait. Mais bon, comme elle était hospitalisée aussi, le stress, je sais pas, j'ai jamais réussi à vraiment avoir une bonne lactation, ça a toujours été compliqué. Mais tu dois avoir du lait, mais en même temps, ton bébé, tu l'as pas contre toi. Donc, bon, pour que ça monte, c'est compliqué. Puis, tu as tout ce mélange d'émotions. Voilà, on te demande comment tu veux gérer l'enterrement de. C'est soit tu le laisses l'hôpital prendre en charge, soit c'est toi qui prends en charge et il faut que dans ces cas-là, tu vois de ton côté. Enfin, il y a tellement de choses d'un coup à gérer, tellement Oui, d'émotions. tu dois gérer les pompes funèbres et organiser les obsèques de Kyle. Et en même temps, tu as Tyler qui est C'est ça. en réa néonate, donc tu as envie d'être avec lui, tu as envie de t'occuper de lui. Ouais. Et puis, Puis en même temps, tu t'inquiètes pour Tyler aussi, Oui, parce que bien sûr. finalement, il reste quand même là. C'est un bébé qui était petit, qui est né à 34 semaines, qui est en réanimation. Enfin bon, en fait, tu sais plus trop où t'en es, quoi. Faut réussir à À tout gérer jongler d'un coup, avec ouais. tout ça. Et c'est pour ça que je disais au début de l'épisode que c'est quand même, il y a beaucoup d'ambivalence en fait dans ton Ouais. témoignage parce que ben, c'est ça en fait, tu dois avoir de la force pour Tyler, mais t'es effondré pour Kyle et Oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions en peu de temps finalement ouais. et le moment de la naissance encore plus quoi. Oui, bah oui, oui. Puis en Mm. plus, mon conjoint a dû travailler. Il travaillait toute cette période-là, toute la période de néonat, il travaillait parce que bah, forcément, il avait pris tous ses congés pour être en Australie, donc il en avait plus. Euh, Enfin bon, du coup, j'ai dû gérer toute seule cette partie néonate. Enfin, toute seule, j'exagère. Il était là dès qu'il finissait le travail et tout ça, mais c'est vrai que la journée, Mhm. j'étais seule là-bas. Euh, et c'est vrai que les journées sont longues, quoi, à être enfermée en néonate. Ça c'est un peu que ton bébé vient de décéder. Enfin bon, c'est Mhm. un peu tout mélangé. Et donc, du coup, après, bon, bah, Tyler sort quand même de réa au bout de 2 jours. Parce qu'il c'est un petit guerrier, il est trop fort. Je suis super fière de lui. Et donc Ouais, du coup, bien sûr. donc du coup, il passe en néonate simple, on va dire. Je sais pas si je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais il y Mais a Réa, M1, M2 si je dis pas de oui, je bêtises crois et que en c'est ça. fait Réa, il y a beaucoup, beaucoup de soins. M1, un peu moins. M2, un peu moins. Et après, on peut sortir de Oui, néonate, quoi. c'est ça. Alors après, Mm. je pourrais plus te dire quel le laps de temps qu'il est resté en M1 ou M2, mais bon. En tout cas, après, il est resté quand même 5 semaines en néonate. Il a des difficultés beaucoup pour s'alimenter, euh, qu'il a toujours d'ailleurs. Mais oui, ça a été compliqué pour lui. Donc, il a été sondé pendant. Enfin, sondé. Il a eu la sonde pour se nourrir pendant 5 semaines. Et il y a aussi, du coup, on m'annonce aussi qu'il a un problème au rein suite au syndrome transfuseur-transfusé. En fait, comme il n'avait pas de liquide et tout ça, ses reins se sont affaiblis. Il a des reins qui sont plus petits, tout ça. Donc, il est en insuffisance rénale. Légère, mais insuffisance rénale quand même. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un truc, nous, on pensait que ça y est, on avait fait le bureau, qu'il allait bien, et puis après, on t'attend ça, donc on est obligé de faire des examens,
de partir. Après, on sort, on demande de faire des examens. Enfin, tous les prémas font des examens pour savoir s'ils entendent bien pour la surdité, tout ça. Et là, il n'entend pas d'une oreille, je dois refaire des examens. Enfin, ça a été que ça, quoi. Ça a été des hauts, des bas, des... Ouais, tu te demandes quand est-ce que ça va l'ascenseur, finir, ouais, quoi. l'ascenseur émotionnel. Et puis en même temps, bah voilà, après, je rentre à la maison avec Tyler au bout de 5 semaines, et sans Kyle, bien sûr. Et c'est vrai que là, moi, ça a été là où j'ai un peu... En fait, je pense que c'est là où ça a été le plus dur pour moi, où je me suis un peu permise de vivre un peu mon deuil. Mais Quand t'as un peu soufflé pour Tyler, ouais, voilà. Mais du coup, c'est vrai que t'as eu la place pour ouais, vivre ce deuil de Kyle. c'est ça, c'est ça. Et de la gémellité, en fait, peut-être aussi, Oui. quelque part. Et c'est vrai que en vrai, bah, je suis triste parce que j'ai perdu mon fils, mais j'ai été triste aussi de jamais pouvoir voir ce lien entre jumeaux, et j'étais encore plus triste pour mon fils, en fait, qu'il ait perdu son jumeau. Mm. C'est quelque chose qui, même à l'heure actuelle, c'est encore compliqué pour moi, parce que je me dis, enfin, un lien entre jumeaux, c'est tellement fort. Je me dis, comment il va vivre ça, quoi? Comment il va vivre sans Pardon. son jumeau? Les obsèques de Kyle, elles ont lieu quand? Bah alors du coup, en fait, ça a été très dur de prendre la décision, mais finalement, on a laissé l'hôpital prendre en charge. Maintenant, je sais pas trop si je regrette ou pas. C'est vrai que, en fait, sur le moment, il y avait trop de trucs. En plus, ça coûtait cher. On n'avait pas forcément l'argent. Euh, on avait dépensé, enfin, beaucoup d'argent avec l'Australie aussi, parce que forcément, malgré tout, ça coûtait quand même de l'argent. Donc, c'est vrai que je sais pas, avec le recul, si on aurait pris la même décision, mais sur le coup, c'est la décision qu'on a prise, et voilà, Mm. après, on est obligé de faire avec maintenant, Et ça, quoi. tu vois, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'espère qu'un jour il y aura des avancées en Nouvelle-Calédonie parce qu'en fait, quand t'as un enfant qui est considéré comme mort-né, c'est le cas de Kyle puisqu'il a été décédé à sa naissance, en fait, t'as pas du tout d'aide pour la prise en charge du corps. Ouais. Mais en fait, que ton bébé soit décédé quelques heures, quelques jours après la naissance, ou alors qu'il soit décédé in utero, les frais mortuaires et les obsèques, etc., coûtent exactement le même prix. Ouais. Et c'est vraiment très, très onéreux. Et je pense que, heureusement, la plupart des gens n'ont pas eu besoin de faire des devis pour ça. Mais en fait, quand on voit les devis de combien ça coûte en fait d'enterrer son bébé ou de faire une incinération, etc., c'est très, très cher. Ouais. Bah, nous, on avait quand même appelé, hein. On Mm. avait appelé pour essayer de se renseigner. On savait pas trop, on était perdus. Enfin, voilà. Et je sais même pas si c'était le bon prix qu'ils nous ont donné, mais c'est vrai que du coup, ça C'est coûtait. plusieurs centaines Oui, ouais, ouais. de milliers de francs en fait. Oui, oui. Et c'est un énorme budget. Et c'est vrai que voilà, j'espère qu'un jour ces choses-là pourront bouger en Nouvelle-Calédonie parce que, eh bien, heureusement pour nous, ça concerne peu de naissances par an. Ouais. Mais je trouve qu'en fait, ce choix financier de se dire, en fait, je ne peux pas choisir les manières dont je veux que les obsèques de mon enfant qui est décédé se déroulent parce qu'il y a ce frein financier. Ouais. Je trouve que c'est vraiment dommage, Moi, je trouve ça sachant compliqué. qu'en France, c'est différent. Alors, Oui. bien sûr, nous, on n'est pas en métropole, on a un système qui est complètement différent, mais en fait, il y a vraiment zéro. Zéro. Ouais. Donc, les familles endeuillées doivent prendre en charge l'intégralité de ces frais. Et parfois, comme tu le dis, c'est pas possible. Bah oui, et puis en plus, bah voilà, nous, on accueillait quand même un enfant, bah, ça coûte quand même de l'argent. Évidemment. Donc, bon, bah voilà, hein, c'est compliqué, mais Et quand l'hôpital prend en charge le corps est incinéré et les cendres sont dispersées au jardin du souvenir, ouais. au cimetière. Bah, Au cimetière. ouais, cimetière. Mais d'ailleurs, bah, en fait, déjà, l'hôpital ne nous aide pas du tout dans les démarches pour les frais d'obsèques, tout ça, enfin, pour avoir des renseignements. Chose que j'ai trouvé un peu dommage parce que enfin, tu dois tout te débrouiller tout seul, alors que c'est vrai que nous, on était un peu. Enfin, ouais, il y avait tellement de choses à gérer que gérer aussi ça. Enfin, ils auraient pu nous donner des petits conseils, des petits numéros, des petits. Enfin, tu vois, Alors les choses ont évolué hein, parce que avec l'association des Petites Étoiles du Lagon, on a un petit peu avancé sur ça. Et d'ailleurs, s'il y a des
familles qui nous écoutent et qui ont un proche, ou alors si elles-mêmes vivent le deuil périnatal, qu'elles n'hésitent pas à contacter l'association des Petites Étoiles du Lagon sur Messenger, sur Facebook, n'importe quoi, parce que on peut donner les numéros. Oui. On peut pas aider financièrement, malheureusement, parce que l'association n'a absolument pas les moyens d'aider financièrement les familles. Par contre, on peut aiguiller. Oui. Là, c'est vrai que. Au moins pour avoir une idée d'avoir une fourchette de prix, etc. Ou alors, je sais qu'il y a une liste qui existe avec toutes les pompes funèbres, etc., qu'on peut transmettre. Ouais, bah, c'est bien ça aussi. En fait, au Jardin du Souvenir, alors, je trouve que l'endroit est. Ça va, mais il est mignon, tout ça, mais en fait, il n'y a rien qui est indiqué. Mm. On ne sait pas qui sont là. Moi, au début, j'ai cherché la première fois que j'étais. On cherchait, je ne savais pas où c'était. J'étais obligée d'aller me demander au monsieur du cimetière et tout. Enfin, il n'y a rien qui est indiqué. On ne sait pas que c'est là. En plus. En plus, il y a un ancien Jardin des Souvenirs et il y en a un nouveau. Il me Ah, semble qu'il y en a 2. ah bah, je suis même pas au courant. Et en plus, moi, ce que j'aimerais, mais bon, c'est un peu illusoire, je pense. Mais à un moment donné, avec mon conjoint, on s'était dit, ah, on va faire ça. Mais on aurait aimé qu'il y ait une plaque et que les gens puissent demander et payer pour inscrire le prénom et le nom de leur enfant décédé. C'est vrai que y a rien, quoi. Il y a marqué Kyle nulle part. Enfin, c'est un peu triste, quoi. Ça fait de la peine. Donc c'est vrai que bon, avec le recul, je sais pas si on aurait pris la même décision, mais bon, voilà, maintenant c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, je pense, à faire si un jour on y arrive. Donc c'est un peu dommage, quoi, qu'il n'y ait pas un peu plus de choses pour les gens qui perdent leur bébé. Eh ben, on est bien d'accord sur ce point-là. Par contre, je dois le souligner quand même, ils ont fait un petit livre. Alors je crois que c'est l'association qui a Il y a le participé à livret cette. du souvenir. Le Ouais. livret. Et ça, vraiment, c'est super. Ils prennent des photos, ils font des empreintes de ton enfant. Et ça, c'est vraiment top, par contre. Le livret, il est vraiment mignon, je trouve. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ça avec les empreintes de main, les empreintes de pied. Ils font des photos de ton bébé. Et ça, je trouve que c'est un beau souvenir et c'est très important de l'avoir. Moi, je suis très heureuse de l'avoir, en tout cas. Oui, en fait, pour les familles endeuillées, en fait, on n'a que ça. Bah oui, Je dis on on a que parce ça. que moi, j'ai vécu le deuil périnatal aussi. En fait, quand tu perds ton bébé, après, ton bébé n'est plus là. Et en fait, t'as rien. Mais t'as rien. Pour créer du souvenir, créer du lien avec ce bébé qui est plus là, ouais, d'avoir des empreintes, une petite photo, etc., Ouais, c'est hyper c'est hyper important. important. Non, c'est sûr que ce petit livret, vraiment, c'est top. Ouais. Et donc, on a digressé un peu avec les obsèques, mais donc tu rentres à la maison et là, vraiment, tu commences ta vie avec ce petit bébé Tyler qui est là et ce deuil Oui. de Kyle. Comment est-ce que ça se passe le congé mat? En plus, j'imagine que tu as quand même un bébé qui a des besoins médicaux un peu particuliers au début, etc. C'est vrai que voilà, Tyler, en plus, il a un trouble de l'oralité. Qui est dû au STT, à la prématurité, ou ils savent pas? Personne ne te dit vraiment la cause. Après, pour moi, je pense que c'est lié à sa prématurité, au fait qu'il ait été nourri par sonde pendant 5 semaines. Ça crée un traumatisme. Et du coup, il a toujours eu du mal à s'alimenter, même les biberons, ça a toujours été compliqué. Donc c'est vrai que très vite, c'est quand même... c'est pas le bébé le plus difficile, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont même un peu difficiles à gérer. C'est dur de lui donner ses biberons. En plus, on a énormément de rendez-vous à l'hôpital par rapport à sa prématurité et à ses reins. Donc j'ai des rendez-vous tout le temps à l'hôpital. Il faut tout le temps que je retourne à l'hôpital, alors que je peux plus me le voir à l'hôpital. Donc et puis bon voilà, c'est vrai que je me retrouve du coup les congés mat, on se retrouve un peu seul avec son bébé. Donc et la fatigue et les hormones et la chute d'hormones et c'est vrai que du coup faut gérer. C'est là où je me permets un peu de vivre mon deuil et c'est vrai que c'est un peu dur ces moments-là. Souvent je pleure toute seule chez moi parce que j'ai pas mes deux fils en fait. Mais en plus il y a je pense que beaucoup de mamans qui ont vécu ça, je sais pas, on ressent une espèce de culpabilité, enfin, il y a un peu toutes les émotions qui nous traversent à ce moment-là et on se
se rend responsable. Voilà, c'est compliqué. Mais bon, après, je me raccroche beaucoup à mon fils. Euh, D'ailleurs, tout le monde me dit, tu le couvres trop. Peut-être que en même temps, j'ai cru que j'allais le perdre. Donc, pendant tellement de temps que voilà, forcément, je me raccroche énormément à Tyler. Et heureusement qu'il était là parce que il m'a permis de tenir. Et je trouve que pour le coup, j'ai quand même fait preuve de résilience et j'ai quand même réussi à gérer la chose plutôt bien, j'espère. Enfin, je pense l'avoir plutôt bien géré, même si, bon, voilà, à l'heure actuelle, je veux dire, on vit avec toute notre vie. Hein, Évidemment. c'est quelque chose, voilà. Moi, Kyle, je pense à lui tous les jours. C'est que des fois, quand on est un peu plus fatigué ou qu'on a des jours un peu sans, ben, là, souvent, ça nous rattrape un peu. Voilà, ça sera toujours là et ça sera une blessure qui sera là toute notre vie, en fait. Mm. Et j'espère juste que mon fils arrivera à grandir sans son jumeau en étant bien dans sa peau. Voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Et vous en êtes où alors aujourd'hui parce qu'on a beaucoup parlé de ce moment de la grossesse et de la naissance. Aujourd'hui, vous en êtes où? Parce qu'il y a une étape importante là pour, Ouais. pour Tyler. Bah, Tyler vient de rentrer à l'école. Waouh. Ouais. Et franchement, il m'impressionne parce que bah, c'est vrai que du coup, il n'a pas été énormément en crèche. Enfin, il a été en crèche, mais pas énormément parce que à cause de ses difficultés de santé, on a un peu évité. Et à la crèche, il avait quand même du mal à sociabiliser et tout ça. Mais là, ça s'est super bien passé. Il a été super fort. Il a même pas pleuré. Et vraiment, je suis très fière de lui. Et j'ai l'impression qu'il aime bien l'école, donc je suis plutôt contente. Et j'ai aussi ma grande qui est rentrée au collège. Donc, du coup, Grosse rentrée pour ouais, toi là. grosse rentrée. J'ai dû me remettre de mes émotions. Mais non, tout va bien aujourd'hui. Ils grandissent bien. Et puis, en espérant que le problème au rein de Tyler ne s'aggrave pas avec les années. Mais pour l'instant, il est sous surveillance et ça reste stable, donc ça va. Mm. Et est-ce que tu veux laisser un petit message pour tes enfants en fin d'épisode? Alors, oui, je vais leur laisser un petit message, c'est toujours un peu compliqué, mais moi, je vais juste leur dire que je suis très fière d'eux. Je les trouve tous les deux très forts, parce que ma fille, même si elle n'a pas du tout eu les mêmes problèmes, elle a quand même dû traverser des choses pas faciles dès son jeune âge. Euh, donc, vraiment, ils sont tous les deux très, très forts à leur manière. Je les aime plus que tout, et je vais leur dire que je ferai toujours tout pour qu'ils soient heureux. Et puis, je voulais juste faire un petit clin d'œil à mon fils des étoiles et lui dire que je l'aime et qu'il est tous les jours dans mes pensées. Merci beaucoup Betty d'être venue nous raconter ce parcours émouvant. Je suis désolée parce que j'ai pas toujours réussi à retenir mes larmes. Après, voilà, nos histoires ont quand même des similitudes, donc Oui. forcément, c'était un épisode qui n'était pas évident pour toutes les deux d'ailleurs à enregistrer. Donc voilà, je te remercie d'être venue te livrer sur ça à nos micros et d'être venue nous parler de tes 3 enfants. Et on fait un gros bisou, bien sûr, à Lia et à Tyler, mais on a évidemment une très grosse pensée pour Kyle. Et Moi, je vous voilà. remercie de m'avoir reçu pour raconter mon histoire et la partager. Et j'espère que ça aidera certaines mamans qui vivent peut-être des choses similaires. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Merci.